Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Avant de démarrer, cet épisode, normalement, ne recevra jamais de publicité. Donc si vous venez d'entendre une publicité, j'en suis absolument désolée. C'est une erreur de notre part. C'est que normalement, nous faisons attention à ce que cet épisode soit exclu de la liste des épisodes qui reçoivent automatiquement une introduction qui promeut les formations des Montessori 7 ou autre chose. Donc, si jamais vous avez entendu une publicité, vraiment toutes mes excuses. S'il vous plaît, n'en tenez pas compte. Et nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui. La plupart des gens qui vont m'écouter aujourd'hui n'en ont pas idée, parce que jusqu'ici, c'est quelque chose que j'ai gardé pour nous, pour notre entourage et pour mes stagiaires à qui j'ai dû expliquer, évidemment, ma longue absence. Mais il y a un peu plus de 6 mois, notre petit dernier, notre fils Étienne, qui avait 3 ans, est mort, noyé. Et il aurait eu exactement 4 ans aujourd'hui. Ce podcast est un peu un hommage à lui et à notre entourage qui nous a portés à un moment où nous n'étions plus vraiment capables. Je ne pensais pas qu'après simplement quelques secondes, je serais déjà en larmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de ce thème, vivre la mort de son enfant, je vous invite à ne surtout pas aborder ce podcast avec une forme de voyeurisme. Sachez que je n'ai jamais été de ma vie aussi vulnérable qu'à cet instant. À un moment où je vais aborder ce sujet profondément intime, avec des gens qui ont l'habitude de m'écouter, qui font partie plus ou moins de ma communauté, des Montessori 7, mais aussi avec n'importe qui tomberait sur ce podcast sur Internet. Et pourtant, j'en ressens le besoin. Je pense que ce podcast peut être utile, et j'espère de tout cœur qu'il va l'être. Mais encore une fois, j'y suis extrêmement vulnérable. Et vulnérable, ça signifie qui peut être blessé. Donc avant de poursuivre l'écoute de ce podcast, je vous invite vraiment à ouvrir en vous toutes les vannes de la bienveillance. Et si vous ne vous sentez pas prête, si vous pensez que ce n'est pas le bon moment pour écouter ce podcast, laissez-le de côté. Ne l'écoutez pas, éventuellement. Ou alors reprenez-le à un moment où ce sera peut-être plus adapté pour vous. C'est un moment où vous serez davantage ouvert à l'idée d'écouter ce podcast en toute bienveillance. Cet épisode, je ne le destine pas seulement aux parents qui ont vécu la perte d'un enfant, mais aussi à leur entourage. Et il se trouve que malheureusement, en moins d'1 an, j'ai été concernée par les deux. C'est-à-dire que des amis à nous ont perdu un enfant à l'âge de 7 jours. Et nous avons souhaité, nous avons essayé d'être de bons amis, nous avons essayé de les entourer. Et pourtant, rétrospectivement, nous avons pu nous apercevoir que nous n'avions pas fait un si bon travail que ça. Et pourtant, la bonne volonté ne manquait pas. Et quelques mois plus tard, c'est notre fils, donc Étienne, qui est mort. Ce qui fait que j'ai infiniment de compassion, à la fois pour les parents qui ont perdu un enfant, mais aussi pour leur entourage, qui ne sait pas forcément bien s'y prendre, et qui a peur d'être maladroit et qui est parfois maladroit. Même si vous-même vous n'avez pas perdu d'enfant, ou si vous ne connaissez pas là tout de suite quelqu'un qui a perdu un enfant, je pense que ce podcast peut vous intéresser et vous concerner. Malheureusement, je pense que
quasiment tout le monde est concerné. Je me suis livrée à un petit calcul qui m'a glacé le sang, pour être honnête. Il y a un peu plus de 6000 enfants qui meurent par an. Par enfant, j'entends une personne de moins de 25 ans. Ça ne prend pas en compte des enfants de 35 ans qui se suicident ou qui meurent d'un accident, mais qui sont quand même les enfants de leurs parents. Je parle seulement d'enfants et de jeunes, plus de 6000 par an. Donc ça fait évidemment bien plus que ça, de fils et de filles qui meurent chaque année. J'ai essayé de calculer, si on compte que les femmes ont en moyenne à peu près 2 enfants, chaque enfant qui meurt touche en moyenne 19 membres de sa famille proche. Je pense évidemment à ses parents et ses frères et sœurs, mais aussi ses grands-parents, oncles et tantes et cousins germains. Ça représente à peu près 19 personnes pour chaque enfant. Et donc cela fait 114 000 personnes par année. Évidemment, ça n'est pas tout à fait exact parce que malheureusement, certains sont concernés plusieurs fois dans leur vie, voire même plusieurs fois par an. Par exemple, dans un accident de la route où il peut y avoir plusieurs enfants qui décèdent. Mais sur une vie d'environ 82 ans, avec l'espérance de vie actuelle, ça fait plus de 9 millions de personnes qui sont directement concernées par la mort d'un enfant ou d'un jeune. C'est-à-dire qui font partie de leur famille proche. C'est une personne sur 7. Donc statistiquement, vous connaissez forcément quelqu'un qui a perdu un enfant dans sa famille très proche. Ou vous allez en connaître. Nous sommes tous concernés. Et encore, ces chiffres, comme je vous le disais, ne comptent pas les adultes qui décèdent et qui sont quand même des enfants de quelqu'un. Et ça ne compte pas non plus tous les décès qui peuvent avoir lieu pendant la grossesse. Maintenant que vous savez que nous sommes tous concernés, vous comprenez peut-être davantage l'intérêt de ce podcast. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, précisément, notre fils aurait eu 4 ans. Ça aurait été son anniversaire. Et tout au long de la journée, qui n'est pas finie, nous sommes que seulement l'après-midi, nous avons reçu des messages d'amour et de soutien, des lettres, des textos, des messages sur WhatsApp, des mails. Et tous ces messages ont renforcé ma conviction que ce podcast était important. Parce que, contrairement peut-être à nous, ces 9 millions de personnes qui seront concernées dans leur vie n'ont pas toujours l'amour et le soutien dont elles ont terriblement besoin. Les situations sont très différentes. Et je vais essayer de m'adresser vraiment à tout le monde. On peut perdre un enfant parce qu'il meurt pendant notre grossesse, ou juste après la naissance. Un enfant peut mourir après une longue maladie ou un accident brutal que rien ne laissait imaginer. Il peut mourir à 18 mois ou à 18 ans. Il peut mourir d'un suicide s'il est un peu plus grand. Et quelles que soient les circonstances, je ne ferai aucune échelle de valeur. Je pense qu'il est absolument ridicule et honteux de chercher à comparer les souffrances. Vous savez, du style, oh, il valait mieux qu'il meure maintenant que plus tard. Au moins, vous n'aurez pas passé trop de temps avec lui, etc., etc. Je pense que c'est totalement absurde. Mais je voudrais quand même vous expliquer notre situation pour que vous sachiez d'où je viens avec ce podcast. Pour nous, ça a été un accident brutal. Et encore une fois, mon but n'est absolument pas d'assouvir les pulsions voyeuristes de certains, mais plutôt là de m'adresser aux parents qui ont perdu un enfant pour leur dire que oui, j'ai vécu la même chose. Et je pense que de savoir que l'autre a vécu la même chose aide énormément à entendre la suite. Donc voilà en quelques mots ce qui s'est passé en mars dernier. J'étais extrêmement fatiguée, j'avais
subi 4 migraines en 5 jours et mon médecin m'avait conseillé de me reposer. Notre aîné travaillait dans sa chambre. Nos 2 enfants suivants étaient devant l'ordinateur en train de faire un jeu. Et Étienne, qui donc avait 3 ans, avait dans ces cas-là l'habitude de rester regarder. J'avais laissé la porte de ma chambre ouverte et je me suis allongée pour regarder une série et me reposer dans mon lit. Sans que personne n'entende rien, ni moi, ni aucun des enfants. Mon mari était absent à ce moment-là. Il semblerait qu'Étienne soit descendu et enfilé ses bottes et son manteau, et qu'il soit parti jouer près de la mare devant chez nous, que nous n'avions malheureusement pas protégée. Lorsque je me suis relevée, je l'ai cherché, et je l'ai retrouvé noyé au milieu de la mare. Je vous épargne les détails de la suite. Mes tentatives pour le ranimer pendant 45 minutes. Les difficultés pour joindre les secours et mon mari, mon téléphone ayant pris l'eau lorsque j'ai sauté dans l'eau pour le sortir de là. Les camions de pompiers, du SAMU, l'hélicoptère avec le pédiatre. Puis les gendarmes qui nous ont interdit de rentrer dans notre maison une fois que le décès de notre fils avait été prononcé. Car tout accident donne lieu à une enquête. Et donc la maison était sous scellé. La nuit, passée dans un gîte non chauffé. La cellule psychologique, puis le retour à la maison, avec ces rubans jaunes qu'on ne voit que dans les séries policières et qu'on espère ne jamais voir dans la vraie vie. Voilà. Je crois que ça suffit pour que vous connaissiez mon histoire. Peut-être qu'elle ressemble à la vôtre. Peut-être pas. Et au fond, je crois que ça n'a aucune importance. Cette histoire vous dit juste que si vous avez perdu un enfant, bien sachez que nous sommes frères et sœurs, dans la douleur et la souffrance. À vous, parents en deuil, je voudrais vous dire avant tout que mon cœur saigne pour vous. Et je crois malgré tout qu'il y a des choses qu'on entend plus facilement de la part d'un autre parent en deuil que de la part d'un médecin ou d'un psychologue. Donc j'espère, à mon humble mesure, vous aider à retrouver au milieu de cette situation qui n'a rien de normal, qui est odieuse, qui est atroce, qui est insupportable, un tout petit peu de normalité. Savoir que même si vous avez l'impression d'être passé en dehors ou à la marge de la société normale, vous n'êtes pas seul. Je voudrais vous tendre la main comme on me l'a tendue et essayer de vous transmettre à mon tour tout l'amour et le soutien qu'on m'a envoyé. Parce que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Et si on donne de l'amour et qu'on le redonne par la suite, il se démultiplie sans cesse. Et Dieu sait combien nous en avons besoin dans ce genre de circonstances. Vous, parents en deuil, vous avez sans doute l'impression que vous n'y survivrez pas. Surtout si c'est récent. Et je voudrais commencer par vous dire que vous y survivrez. Peut-être que comme moi, 6 mois plus tard, vous serez surpris à la fois que ça fasse aussi mal, cette douleur qui vous fend le cœur en deux et qui vous transperce de toutes parts, et qu'en même temps, vous puissiez rire, vivre des moments de joie avec votre famille ou vos amis, que vous puissiez si bien vivre au quotidien, même si, pour une certaine partie, vous ne faites que faire illusion. Vous y survivrez, je vous le redis. Même si ce sera incroyablement dur et sans doute plus long que vous ne l'imaginez. Et vous parlez, 6 mois après, tout comme une autre maman m'a parlé après la mort de mon fils, alors qu'elle-même était en deuil depuis 4 ans. J'espère que ça va vous aider à voir une lumière au bout du tunnel, tout comme moi ça m'a aidé. Et peut-être que ça peut vous aider aussi si vous n'avez pas perdu d'enfant, mais que vous êtes anxieux de nature.
car j'ai rencontré dans une association un papa qui avait perdu 2 enfants de façon totalement déconnectée, à des années d'intervalle. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, ça m'a donné espoir. Parce que ce papa a perdu un enfant. Il s'en est plus ou moins remis, c'est-à-dire qu'il a continué à vivre. Il a perdu un autre enfant. Et il est toujours là. Et il vit toujours. Il a encore survécu à ça. Et moi, ça m'a donné espoir parce que je me suis dit que je pouvais aimer chacun de mes enfants comme je les aime, infiniment, malgré le risque qu'il leur arrive quelque chose aussi à eux. Parce que c'est malheureusement le lot des statistiques que ça n'est pas parce que vous avez vécu un accident une fois qu'un autre de vos enfants ne peut pas également mourir d'un accident ou d'une maladie. Et c'est terrifiant. Mais malgré ce risque-là, si jamais, par le plus grand des malheurs, un autre de mes enfants mourait, je sais maintenant que je survivrai aussi à ça. Et donc, si vous êtes anxieux de nature, peut-être que m'entendre là peut vous aider à vivre le moment présent, en vous disant que vous y survivrez, quoi qu'il arrive. Si vous faites partie de l'entourage, je vais un petit peu vous expliquer, tout comme je vais expliquer aux parents qui vivent un deuil, ce à quoi ils peuvent s'attendre. Parce que vous avez sans doute, si vous faites partie de l'entourage, une vision du deuil qui est très réductrice, qui est faussée, tout simplement parce que vous n'avez aucune idée de ce que c'est, ou que vous connaissez le deuil de grands-parents, qui est un deuil qui peut être douloureux, qui peut être très triste, mais qui est dans l'ordre des choses. On se prépare un petit peu toute sa vie à perdre un jour ses grands-parents. Alors on espère le plus tard possible. Mais il est dans l'ordre des choses qu'un petit-fils ou une petite-fille voit un jour ses grands-parents mourir. Ce qui n'est pas dans l'ordre des choses, c'est qu'un grand-parent voit ses petits-enfants mourir. Donc ce deuil d'un enfant, vous n'imaginez peut-être pas tout ce qu'il va entraîner pour vos amis ou les membres de la famille qui ont perdu un enfant. Je voudrais commencer par vous parler un petit peu des effets physiques et psychologiques du deuil. Vous, les parents en deuil, vous allez ressentir, vous le ressentez sans doute déjà, beaucoup d'épuisement. Une fatigue incroyable. Des difficultés aussi à penser, à réfléchir. Votre mémoire va en prendre un coup. Votre intelligence. Tout ça, ça va être touché pendant des mois et des mois. Parce qu'au début, la fatigue, vous direz peut-être que c'est le choc et que ça ne durera pas. La fatigue va durer un certain temps, des mois peut-être plus encore. D'autant plus que vous aurez sûrement des difficultés à dormir. Suivant les gens, suivant les cas, les personnes. Ça peut être des difficultés à s'endormir ou des difficultés à rester endormi. Peut-être que vous vous réveillerez très très tôt, tous les matins. Peut-être que vous vous réveillerez toutes les 2 heures. Dans tous les cas, votre sommeil va en prendre un coup. Évidemment, ça va venir renforcer l'épuisement, qui est à la base un épuisement émotionnel. En fait, vous allez vivre un tel stress pour l'organisme, ce chagrin immense, ce choc immense, va épuiser votre organisme à cause du flot d'hormones de stress que vous allez connaître. Mais en plus de ça, les difficultés de sommeil vont faire que vous allez être encore plus fatigué. Alors, je ne dis pas tout ça pour vous faire peur. Vous le savez sans doute déjà, en fait, que vous êtes épuisé. Je dis ça simplement pour vous dire que c'est normal et que ça va prendre un certain temps, qu'il va vous falloir être patient et doux avec vous-même pendant tout ce temps-là, le temps que ça prendra. Vos émotions vont être à vif, la tristesse évidemment, mais aussi peut-être la peur, l'anxiété, la colère, voire la rage,
la culpabilité aussi, et peut-être d'autres émotions qui seront peut-être étranges pour vous, qui vous feront peut-être même éprouver de la honte, comme du soulagement. Par exemple, si la mort de votre enfant vient après une longue maladie. Et ce soulagement vous fera peut-être vous sentir extrêmement coupable. Même si en fait, ce soulagement, c'est celui que votre enfant ne souffre plus et que il soit dans un monde meilleur. Le principal risque avec tout ça, avec la fatigue, avec vos capacités intellectuelles qui seront diminuées, avec vos émotions qui seront à vif, c'est la dépression. La dépression est une véritable maladie mentale. Et la psychologue que j'ai rencontrée après la mort d'Étienne me disait il faut absolument éviter le suraccident. Vous savez, exactement comme quand il y a un accident sur une autoroute, où il faut absolument tout de suite sécuriser le lieu de l'accident, mettre des triangles au sol, indiquer aux voitures qui arrivent qu'il faut s'écarter et ralentir, pour éviter que d'autres voitures derrière n'aient un accident aussi, un suraccident. Bien là, la dépression, ce serait le suraccident. Et je vais vous parler un petit peu plus tard de ce que vous pouvez faire pour éviter cette dépression. Mais gardez ça en tête que c'est vraiment le danger qui vous guette dans le deuil. Et ce deuil d'un enfant, il va durer longtemps. Sans doute beaucoup plus longtemps que vous ne l'imaginez. Lorsqu'il s'agit de la mort d'un enfant, ça peut durer des années. En ce qui me concerne, moi, ça fait 6 mois. Et même si je suis fonctionnelle au quotidien, même si j'ai des moments de rire, de joie avec mes enfants, de bonheur, ce processus de deuil est loin d'être terminé, 6 mois après la mort de mon fils. Dans un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup aidée, que je vous recommande, qui s'appelle Vivre le deuil au jour le jour, du docteur Forêt, le docteur Christophe Forêt, il parle de 3-4 ans pour le deuil d'un enfant. 3-4 ans avant de pouvoir dire que le plus gros de la douleur est derrière soi. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a plus de douleur encore après. Ce docteur Forêt, je vous en reparlerai, il a longtemps travaillé dans les soins palliatifs dès les années 90 et il a du coup beaucoup travaillé autour de l'idée du deuil, enfin autour du deuil, et il a écrit un certain nombre de livres dessus que je vous recommande. Dans toutes les émotions que vous allez vivre, je voudrais faire un petit focus sur la culpabilité. J'ai découvert, ce que je n'imaginais pas, que tous les parents, je crois, se sentent coupables. Tous ne se retrouvent pas forcément anxieux, ou pas forcément très longtemps. Chez nous, on ne peut pas dire que l'anxiété ait duré au quotidien très longtemps. Elle est toujours là, évidemment, quand on est à la piscine ou près d'un plan d'eau. Mais elle n'est plus là au quotidien. Et je dirais qu'1 mois après la mort de notre fils, ça n'était déjà plus là. La culpabilité, en revanche, vraiment, je la trouve chez tous les parents que je rencontre. Y compris dans des cas où vous de l'extérieur, moi de l'extérieur, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on peut se sentir coupable de ça ? Malheureusement, l'une de mes amies a perdu son fils 7 jours avant le terme de sa grossesse, probablement étranglé par son cordon ombilical, dans le ventre de sa mère. Comment voulez-vous qu'elle ait pu faire quoi que ce soit ? En quoi qui que ce soit pourrait-il considérer qu'elle est coupable ? Et pourtant, elle se sent coupable. Je pense que je n'ai pas besoin d'entendre les détails, que vous imaginez bien combien moi-même, je me suis sentie et je me sens encore coupable de ce qui est arrivé. Et justement ce matin, dans une série que je regardais pendant mon petit déjeuner, il y avait le cas d'un médecin qui était sur le parking d'un hôpital. C'était une série médicale, et qui voyait un enfant coincé dans une voiture, un enfant de 5 ans, évanoui dans une voiture en pleine chaleur, et qui brisait la vitre, qui emmenait l'enfant à l'hôpital, essayait de le ranimer.
et qui disait mais comment est-ce qu'on peut laisser un enfant comme ça enfermé dans la voiture? C'est scandaleux, c'est inadmissible. Et j'ai senti en entendant ça mon estomac qui se vrillait de douleur et de culpabilité. Parce que, vous savez, on les voit souvent dans les journaux, ces histoires d'enfants qui sont oubliés dans une voiture et qui malheureusement décèdent. Eh bien, depuis quasiment toujours, quasiment depuis qu'on a des enfants, c'est ma plus grande angoisse. Parce qu'il m'est déjà arrivé d'oublier un bébé dans la voiture. Oh, pas longtemps. Quelques secondes, le temps de faire 50 mètres dans la rue. Et de revenir en courant à la voiture. Parce que mon bébé était à l'arrière, endormi. Et que, avec un cerveau en postpartum ou avec un cerveau simplement pris par tout ce qu'implique d'être parent, eh bien j'étais prise par autre chose et j'ai oublié que mon fils était dans la voiture ou ma fille était dans la voiture. Et je me suis toujours dit que c'était ma plus grande angoisse. Parce que je comprenais comment ça pouvait arriver à n'importe qui. Son enfant qui dort dans la voiture. Et on ne réalise même pas qu'il est là. Et vraiment, je supplie tous ceux qui jugent les gens à qui cela arrive de se taire. De se taire parce que déjà, ils n'ont aucune idée de la souffrance que peuvent ressentir ses parents et de la culpabilité qu'ils peuvent ressentir. Et ensuite, parce que ça peut réellement arriver à tout le monde. Et heureusement, un peu plus tard dans l'épisode de la série, ça m'a soulagée, le médecin en question découvrait qu'il avait lui-même commis une erreur grave dans le traitement du diabète de sa mère, qui lui avait donné de l'insuline qui était périmée pendant plusieurs jours. Et il revenait sur ce qu'il avait dit et il allait arranger les choses avec le papa qui avait oublié son fils dans la voiture. Je pense que tous les parents se sentent coupables et que c'est trop facile de dire vous n'avez pas de quoi vous sentir coupable. Il ne faut pas se sentir coupable, c'est qu'un accident. Il y a bien longtemps, j'avais suivi une formation à l'écoute pour aider les femmes qui avaient un jour subi une IVG ou une IMG et en restaient traumatisées. Et j'avais écouté beaucoup de ces femmes. J'avais en même temps suivi une formation avec des écoutants expérimentés. Et ce qui en était ressorti, c'était que ces femmes arrivaient à se pardonner et à aller de l'avant lorsqu'elles avaient pris la juste mesure de leur responsabilité. C'est-à-dire que certaines avaient tendance à dire c'est complètement de ma faute. J'ai pris la décision d'une IVG et je le regrette aujourd'hui. Mais c'était ma décision, je le regrette complètement. D'autres reportaient la faute sur tous les autres, les médecins, le papa, l'entourage familial, et ne prenaient pas la part de cette IVG qu'elles avaient vécue comme un traumatisme, ne prenaient pas leur part de responsabilité dedans, estimaient qu'elles avaient 0 part de responsabilité. Et en fait, celles qui parvenaient à sortir de ce traumatisme, ce qu'elles vivaient comme un traumatisme, c'était celles qui prenaient la juste part de leur responsabilité. Que oui, suivant les circonstances, peut-être que le médecin avait insisté, peut-être que le papa n'avait pas été à la hauteur, peut-être que l'entourage avait exercé des pressions sur elles, et en même temps, elles avaient pris cette décision qu'elles étaient au final la seule à pouvoir prendre. Et je vous dis ça en étant moi-même responsable, en grande partie, de la mort de mon fils. Je pense qu'on ne peut se pardonner que lorsqu'on prend la pleine mesure de sa responsabilité. Aussi douloureux que ce soit. Que cette responsabilité, elle n'est jamais à 100%. Jamais. Qu'elle est parfois à 0%. Si votre enfant meurt d'une leucémie, si votre enfant meurt d'un tour de cordon dans votre ventre, bien sûr que votre responsabilité est de 0%. Mais parfois, vous avez une petite part de responsabilité ou une part un peu plus grande de responsabilité.
et c'est difficile. Loin de moi l'idée de vouloir remuer le couteau dans la plaie, bien au contraire. Ce n'est pas parce que vous vous sentez coupable que vous devez souffrir ou vous faire souffrir. Je voudrais vous dire toute la compassion que j'ai pour vous qui vous sentez coupable. Et cette culpabilité, vous en êtes déjà puni bien au-delà de toute punition. Votre enfant est mort. Vous n'avez pas besoin de vous punir vous-même, comme je le vois faire parfois, comme d'une certaine façon je l'ai fait moi-même. Et je voudrais partager avec vous cette phrase qui m'a beaucoup aidée, d'un psychologue que j'ai rencontré dans une association, et qui m'a dit, et à d'autres, qu'il n'avait pas besoin d'attendre que la culpabilité s'en aille pour vivre une belle vie. Et peut-être que cette culpabilité, vous la portez, là, tout de suite. Si c'est le cas, j'en pleure avec vous. Vraiment. Et peut-être que ça n'a pas de raison de vous empêcher de vivre une belle vie. Je vous invite à envisager de vivre une belle vie malgré cette culpabilité qui vous accompagne et qui, espérons-le, disparaîtra un jour, mais peut-être dans longtemps, et que vous n'avez pas besoin d'attendre cela pour vivre une belle vie. Si vous faites partie de l'entourage, vous serez peut-être surpris de tout ce que je viens de dire, de ce focus sur la culpabilité. Peut-être que vous pouvez prendre conscience à quel point beaucoup de parents, pas tous, mais beaucoup de parents, enfin si, en fait je pense que tous le ressentent à un moment donné, mais pour certains je pense et j'espère que ça disparaît plus vite. Combien les parents qui ont perdu un enfant peuvent se sentir coupables, et peut-être que vous pouvez les aider, non pas en niant leur culpabilité, lorsqu'ils en sont convaincus, parce que ça ne sert à rien, ils ne sont pas prêts à vous entendre, mais peut-être tout simplement en leur disant que vous comprenez qu'ils puissent se sentir coupables, que ça n'est pas votre opinion, mais que vous comprenez, et leur transmettre ces paroles. Que même si la culpabilité les accompagne encore, ils peuvent quand même vivre une belle vie, malgré cela, dès maintenant. Ils n'ont pas besoin d'attendre que la culpabilité s'en aille. Maintenant, parlons du deuil en lui-même. Il y a une image que j'aime beaucoup, qui vient encore une fois, du livre du docteur Forêt, Vivre le deuil au jour le jour. Vous avez le processus de deuil. Ce processus, c'est un peu comme la cicatrisation. Il se déroulera, de toute façon. Si vous avez une plaie, il y a une cicatrisation qui va se faire. C'est le corps qui s'adapte, qui réagit. Là, c'est aussi la psyché qui s'adapte et qui réagit. Mais plutôt que de laisser une plaie cicatriser n'importe comment, et de laisser une énorme cicatrice plus tard, on peut lui apporter des soins. On peut désinfecter, on peut mettre de la pommade, on peut faire des points de suture, on peut mettre des compresses, on peut soigner cette cicatrice. Et ça, c'est le travail de deuil. Le processus de deuil, c'est la cicatrisation qui se fera de toute façon. Le travail de deuil, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer cette cicatrice et faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre et que cet endroit de notre corps ne nous fasse plus mal et soit aussi peu inconfortable que possible. Évidemment, lorsqu'il s'agit du deuil, la plaie est intense, la plaie est profonde. Donc évidemment, même avec un travail de deuil, c'est une cicatrice qu'on garde à vie. Mais vous allez le voir, cette cicatrice, on peut en faire quelque chose. Et dans ce processus de deuil, il y a plusieurs phases. Alors peut-être que vous avez entendu parler, comme j'en avais entendu parler il y a longtemps, des phases du deuil telles qu'elles ont été définies par Elisabeth Kubler-Ross, à savoir le déni, la colère, le marchandage,
la dépression et l'acceptation. On retrouve parfois ce genre de structure dans des films ou des séries qui présentent le deuil. Je me rappelle que j'avais vu ça dans un épisode de Grey's Anatomy, par exemple. D'après Elisabeth Kubler-Ross, on commencerait par le déni, c'est-à-dire ne pas vouloir croire à la mort de l'enfant, puis on se mettrait en colère, on peut chercher des boucs émissaires, puis on rentrerait dans le marchandage, à essayer de négocier avec la mort, comme si c'était possible, puis une phase de dépression, au moment où on prend vraiment conscience du côté définitif de la mort, et enfin, une phase d'acceptation. Elisabeth Kubler-Ross précise que ces phases peuvent être vécues dans un autre ordre. Je crois que plutôt que des phases du deuil vraiment bien définies, ce sont plutôt des émotions par lesquelles on peut passer. Dans n'importe quel ordre et sans nécessairement passer par toutes ces émotions. Je pense que tout ça se mélange plutôt. Et j'avoue que j'ai davantage reconnu notre deuil dans notre famille et le deuil d'autres personnes de mon entourage, de mes amis, dans les phases qui sont définies par le docteur Fauré. Alors ça fait longtemps, encore une fois, que lui aussi travaille sur le deuil, et lui voit plutôt une première phase de choc et de sidération, une deuxième phase de fuite et de recherche, une troisième phase de déstructuration et une quatrième phase de restructuration. Alors la première phase, le choc et la sidération, c'est une espèce de protection psychique qui se met en place. Comme je vous l'ai dit, c'est un tel traumatisme pour la psyché, pour l'organisme, que la perte de son enfant, qu'il y a un mécanisme de protection qui se met en face, que parfois les parents sont comme sidérés, n'ont pas du tout conscience de la réalité de la mort de leur enfant. On peut avoir l'impression qu'ils ne sont même pas tristes, qu'ils n'ont pas l'air de savoir ce qui se passe. Et les jours se passent, parfois ils ne pleurent pas. Ça n'est pas du tout évidemment qu'ils n'aimaient pas leur enfant, mais ça peut être qu'ils sont dans cette phase de choc et de sidération. Elle peut durer plus ou moins longtemps. J'avoue que chez nous, je ne crois pas être passée par cette phase, mais peut-être aussi parce que c'est peut-être le propre de l'accident dans lequel on découvre son enfant mort. C'est à la fois soudain et en même temps, il n'y a pas de place au doute. C'est-à-dire que j'ai retrouvé le corps de notre fils. J'ai tenté de le ranimer. Cette phase de choc, de sidération, elle a peut-être duré 2 heures à ce moment-là. Mais ensuite, je crois que c'était trop impossible à nier pour vraiment basculer dans cette phase. Et je crois qu'on est passé tout de suite, en tout cas en ce qui me concerne, dans la phase numéro 2, de la fuite et de la recherche. Fuite et recherche parce que, d'un côté, on a envie de préserver la relation qu'on avait avec son enfant. Et on s'accroche à tout ce qui nous rappelle notre enfant. Et avec des choses qui disparaissent au fur et à mesure. Son odeur. Je peux vous dire que j'ai dormi avec son pyjama. Malheureusement, ses vêtements étaient propres et lavés. Il n'y avait que son pyjama qui avait son odeur. J'ai dormi avec jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Vous avez les photos, les vidéos, le son de sa voix. Donc on s'accroche à tout ça, on s'accroche à ses jouets, on s'accroche à tous les souvenirs qu'on a avec son enfant. Et en même temps, on cherche à fuir la souffrance. Pour certains, ça peut être de se jeter dans l'action. J'observe que c'est très masculin. Beaucoup d'hommes se perdent dans l'action, n'arrêtent pas de faire des choses. Et ça n'est pas qu'ils ne souffrent pas, bien au contraire. Ça n'est pas non plus qu'ils nient leurs émotions, mais c'est leur façon de vivre leurs émotions. D'autres se jettent dans l'addiction, l'alcool, peut-être les drogues. En ce qui me concerne, moi, ça a été l'addiction alimentaire, qui est quelque chose qui m'accompagne depuis, malheureusement, mon enfance et que j'avais réussi à surmonter depuis il y a 3 ans à peu près. Et j'ai complètement rebasculé dedans il y a 6 mois.
Cette fuite de la souffrance, en fait, on cherche à anesthésier la douleur. Peut-être que ça veut dire s'abrutir devant un jeu vidéo ou devant la télé. Peut-être s'abrutir dans le sommeil, si on arrive à dormir, mais le sommeil n'est pas évident. Donc voilà, il y a cette phase qui est un peu contradictoire, de fuite et de recherche. Une troisième phase qui est celle de la déstructuration, quand on prend conscience que la relation est réellement interrompue. Que oui, cette relation qu'on a connue, les odeurs, la voix, le fait de voir notre enfant, tout ça, ça disparaît. Et il peut y avoir une grande perte de repères, un sentiment de solitude énorme. Et il faut prendre conscience que tout ça, ça peut arriver très longtemps après la mort. Ça peut être 1 an après le décès, ou plus encore. Et en fait, la phase 2 et la phase 3, celle de fuite et de recherche et celle de déstructuration, elles s'entremêlent. C'est-à-dire que d'un côté, on s'accroche à ce qui nous reste de la relation d'avant, tout en essayant de fuir la douleur. Et à un moment donné, ce à quoi on s'accrochait n'est plus suffisant. Et on prend conscience de ce côté définitif de la mort. Et cette phase de déstructuration, c'est comme si elle arrivait à un moment où on était prêt. C'est-à-dire qu'au début, on se raccroche à tout ce qu'on peut, parce qu'on en a besoin. Et puis à un moment donné, on peut davantage lâcher cette ancienne relation qu'on avait avec son enfant. Et l'idéal, c'est quand cette phase 3 est relativement courte et qu'on peut passer rapidement à la phase 4, qui est une phase de restructuration, qui consiste à recréer une relation différente avec son enfant. Par exemple, pour ceux qui, comme moi, croient en une vie après la mort, de parler avec son enfant, de vivre ce lien autrement. La relation est toujours là. Évidemment, elle ne s'incarne plus de la même façon. On ne peut plus embrasser son enfant, le prendre dans ses bras, le regarder quand il dort, passer la main dans ses cheveux, lui parler, l'écouter chanter, tout ça on ne peut plus le faire. Mais on peut créer une autre relation, on peut lui parler, on peut voir des signes qu'il nous envoie si on y croit. Et tout ça vient un petit peu soulager la phase, vient en contradiction, si vous voulez, avec la phase de déstructuration. Ça vient reconstruire, alors qu'on a l'impression que tout a été déconstruit. Et cette phase de déstructuration, elle peut faire que, pour un certain nombre de personnes, c'est beaucoup plus dur, 9 mois ou 1 an après la mort de leur enfant, qu'au moment même de la mort. Parce qu'ils n'ont pas encore pris toute la mesure de ce que représentait la mort de leur enfant. Et c'est au moment de la phase de déstructuration qu'ils en prennent vraiment toute la mesure et que là, ils prennent un peu l'intégralité de la souffrance dans la tête. Et donc, c'est là que la restructuration va venir soigner, guérir, reconstruire après tout ça. Je vous ai dit qu'il s'agissait de recréer une relation différente avec son enfant, mais aussi de transformer sa douleur. En psychanalyse, on parle de sublimer la douleur et de construire autre chose. Je ne sais pas, moi-même, si je suis passée par une phase de déstructuration. Je n'en suis pas sûre. J'ai le sentiment d'être en phase de restructuration. Et en même temps, ça ne fait que 6 mois. Et peut-être que dans 6 mois encore, je serai au fond du trou et que je serai en dépression totale. C'est toujours un peu difficile de savoir où l'on en est. Je pense qu'il faut beaucoup de recul pour relire son propre deuil et les phases de son propre deuil. Mais en tout cas, le podcast que j'enregistre là, à l'instant, fait partie pour moi de cette volonté de reconstruire quelque chose. Que, puisque j'ai vécu cette horreur, je voudrais que ça puisse aider d'autres parents qui vivent malheureusement une horreur similaire à aller mieux. Partager ce qui m'a aidé. Et je vais donc me permettre de vous adresser
3 conseils à vous, parents, qui subissez ou avez subi la perte de votre enfant. Et 3 conseils ensuite à vous, l'entourage de ces parents. Alors 3 conseils, sachez que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas experte dans ce domaine. Je vous partage simplement ma douleur, l'expérience de ma douleur et les échanges que j'ai eus avec malheureusement trop de parents qui ont connu la même souffrance. Donc pour vous, les parents, et quand je dis parents, je veux dire la famille proche, je n'oublie pas les frères et sœurs, je n'oublie pas les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins germains. Mon premier conseil, c'est d'oser dire ce dont vous avez besoin. Et là, vous me trouvez peut-être odieuse, parce que vous n'avez pas la possibilité de faire le moindre effort, vous n'avez plus de force, plus d'énergie, et que ça demande des efforts d'oser dire ce dont vous avez besoin. Et je le sais, croyez-moi, je le sais. Mais si vous trouvez ce courage de dire à votre entourage ce dont vous avez réellement besoin, si vous réussissez, ça va de petites choses, à affirmer ce dont vous avez besoin pour organiser la cérémonie funéraire de votre enfant. Si vous réussissez à dire à votre entourage quand vous avez envie de voir des gens et quand vous avez envie de rester seul, alors dire que là, vous avez envie de parler de votre enfant ou que là, vous n'avez pas envie de parler de votre enfant. Que vous auriez besoin d'un peu d'aide au niveau pratique. Que vous avez envie de vous changer les idées. Que vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir pendant que vous rangez les affaires de votre enfant. Si vous trouvez ce courage de dire et de demander, ça vous permettra ensuite d'être infiniment mieux soutenu par votre entourage. Et je voudrais partager avec vous ce qui m'est arrivé. Lors de l'enterrement d'Étienne, il y avait mon assistante qui était là, Anne-Sophie. Il y avait aussi une sourisette qui est une amie et qui est une amie de mon assistante. Et lorsqu'on discutait après l'enterrement, je leur ai dit que les premiers jours, il y avait plusieurs sourissettes d'ailleurs, les premiers jours, on avait des coups de fil, des SMS de gens qui faisaient partie de notre entourage et qui partageaient notre douleur et qui nous disaient combien ils pleuraient avec nous. Et puis qu'en fait, au bout de quelques jours, les gens qui allaient appeler avaient appelé ou avaient envoyé un message. Et ça nous a fait un vide parce que lorsqu'on allumait notre téléphone, on n'avait plus de messages tout d'un coup. Et on s'est rendu compte que ces messages nous portaient heure après heure. Chaque fois qu'on consultait notre téléphone, il y avait un nouveau message et ça nous donnait le courage de passer l'heure qui suivait. Et puis je leur ai dit que, heureusement, à ce moment-là, quand j'ai senti ce vide, je suis allée à la boîte aux lettres pour prendre le courrier comme d'habitude et que là, il y avait des lettres qui commençaient à arriver. Des cartes de condoléances. Et je dis, ça fait du bien. Et des membres de notre communauté, des Montessori 7, des stagiaires à moi, qui ont appris du coup la mort de notre fils, se sont organisés pour nous envoyer des lettres avec des petits cadeaux, des gourmandises, des petits cadeaux de leurs enfants pour nos enfants, avec parfois un livre ou une BD pour nos enfants, un petit objet, et surtout des lettres, et des lettres, et des lettres. Plein d'amour, plein d'affection, infiniment de soutien. Et c'était une merveilleuse découverte tous les matins à la boîte aux lettres, de voir ces lettres. Et ça a duré des mois. Tout ça parce que j'ai partagé, mais en 3 phrases, combien c'était dur d'avoir perdu les SMS et les appels et combien ça m'avait fait du bien de recevoir des lettres. Et c'est justement parce que on a reçu tout ce soutien qui était incroyable que je ressens le besoin de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Non pas pour vous narguer, si malheureusement vous n'avez pas reçu le même soutien, mais pour vous aider à obtenir un minimum de soutien. Tout le monde ne réagira pas à vos demandes avec
avec l'énergie nécessaire, mais si vous demandez, vous recevrez. Ça, je vous le garantis. Donc, osez dire ce dont vous avez besoin. Osez faire cet effort. Je vous assure que vous en serez récompensé. Le deuxième point, c'est d'être indulgent avec votre entourage. Oui, des membres de votre entourage ne réagiront peut-être pas d'une façon qui vous aide, d'une façon aidante pour vous. Oui, peut-être que quelqu'un aura une parole blessante. Dieu sait qu'on peut en dire des bêtises alors qu'un enfant vient de mourir. Peut-être que votre entourage sera maladroit. Peut-être qu'il sera indélicat. Peut-être que quelqu'un vous blessera par ses paroles, par ses gestes, ou par son absence de paroles et de gestes. Et je vous invite à être indulgent. Je vous le dis à la fois parce que moi-même, je l'ai partagé, j'ai fait partie de cet entourage, et je me suis rendu compte après coup combien j'aurais pu faire plus, combien j'aurais dû faire plus, oser faire plus. Et d'être ensuite dans la position inverse, je ne pouvais que me rappeler le peu que moi j'avais été capable de faire et de donner. Donc soyez indulgents avec votre entourage. Et je dis ça pas seulement pour votre entourage, mais pour vous. Ça vous aidera de ne pas accumuler de rancœur et d'accepter avec gratitude ce qu'ils peuvent vous apporter. Croyez-moi, ça vous aidera. Ne dépensez pas d'énergie supplémentaire à en vouloir à d'autres. Acceptez avec gratitude et pardonnez les indélicatesses, les maladresses, les blessures. Vraiment, je vous y invite et je vous y encourage. Et le troisième point, privilégiez votre sommeil. Pour commencer à aller mieux, je pense que c'est vraiment l'étape la plus importante. Parce que si vous êtes fatigué, vous allez vivre vos émotions à 200%. Le sommeil va vous aider à mieux vivre ces émotions de façon plus paisible, plus sereine. Et ça va être la base de tout le reste. Il faut évidemment que vous preniez soin de vous et que vous invitiez votre entourage à prendre soin de vous aussi. Mais pour prendre soin de vous, la première étape, à mon avis, c'est le sommeil. Voyez avec votre médecin traitant. Peut-être que pendant quelques mois, j'ai pris des anxiolytiques la nuit pour dormir. Voyez si vous avez besoin d'un traitement médical, de phytothérapie ou de quoi que ce soit. Mais privilégiez vraiment votre sommeil. Et je voudrais maintenant m'adresser à l'entourage des parents qui ont perdu un enfant. Et vous aussi, essayez de vous donner 3 conseils. Le premier, c'est n'ayez pas peur de blesser. Ayez plutôt peur de sembler indifférent. Je sais combien vous vous sentez mal à l'aise, maladroit, et combien vous avez peur de faire mal, de faire encore plus mal à ses parents. Bien sûr, je sais que vous voulez avant tout ne pas nuire, comme disent les médecins. Mais je crois que on pardonne plus facilement une maladresse qu'une indifférence. Je le crois. Je peux me tromper, mais c'est ma conviction. Ayez peur plutôt de sembler indifférent. Vous savez, je crois qu'il est bon que le monde s'arrête un instant pour pleurer la mort d'un enfant. À l'enterrement d'Étienne, nous avons des amis qui ont traversé la France pour venir nous voir. Simplement pour être là, qui sont repartis juste après l'enterrement, mais simplement pour être là avec nous durant ce moment crucial et tragique à la fois. Et ça faisait du bien de savoir que, oui, une partie du monde s'arrêtait pour pleurer avec nous la mort de notre enfant. Que notre enfant comptait pas seulement pour nous, mais pour d'autres gens, pour une petite partie de la société. Évidemment, une toute petite partie. Mais symboliquement, c'était extrêmement, extrêmement important. Donc, allez à l'enterrement,
ou à la crémation, ou peu importe. Allez-y si vous le pouvez. Écrivez, appelez, prenez dans vos bras, rendez service, soyez présents. Mais agissez. Faites quelque chose, dites quelque chose. Soyez là, soyez présents. N'ayez pas peur de blesser, ayez plutôt peur de sembler indifférent. Parce que je crois que, surtout quelques semaines, quelques mois après la mort de notre enfant, rien ne blesse plus que l'idée que le monde ait pu l'oublier. Que le monde soit passé à autre chose, alors que nous sommes encore en plein dans notre deuil. Et si vous ne savez pas quoi dire, pas quoi faire, c'est là que vient mon deuxième conseil. Apprenez avant tout à écouter, à accueillir et à être présent. Vos amis ou les membres de votre famille qui ont perdu un enfant n'ont pas besoin de conseils ou de thérapie. C'est quelque chose qu'ils pourront trouver ailleurs, ça, de la thérapie ou des conseils. Il y a des associations de parents en deuil. Il y a des psychologues. Oubliez les conseils, la thérapie. Vos amis, les membres de votre famille ont avant tout besoin d'amour et d'affection. Oui, les mots sont insignifiants. Oui, vous ne trouverez pas les bons mots. Oui, vous êtes impuissant. Vous ne pouvez rien changer. Alors acceptez-le et donnez ce que vous pouvez. Et donnez la seule chose qui fera du bien à ces parents en deuil, donnez des marques d'amour. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que représentaient les lettres que nous avons reçues, les messages aussi, sur le téléphone, les mails, les appels de nos amis. Ça ne résolvait rien. Ça ne changeait rien à la mort d'Étienne. Mais que voulez-vous faire quand vous avez un ami qui est au fond du trou, qui est dans la tristesse la plus extrême et que vous ne pouvez rien y changer? Vous ne pouvez rien changer aux circonstances qui ont engendré cette tristesse. Eh bien, vous le prenez dans vos bras et vous lui dites que vous l'aimez très fort. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais faites-le, je vous en supplie. Et troisième conseil, soyez là dans la durée. Un deuil, et surtout le deuil d'un enfant, ça n'est pas 3 jours, ça n'est pas 3 mois. Je ne suis même pas sûre que ce soit 3 ans. Donc soyez là dans la durée. Notez les dates anniversaires. L'anniversaire de l'enfant, s'il en a eu un, s'il est né, parce que s'il est mort avant sa naissance, évidemment, ça n'est pas le cas. Mais notez à ce moment-là la date du terme qui était prévu. Notez la date de sa mort. Pensez à des événements qui peuvent être très douloureux pour les familles, comme la fête des mères, la fête des pères, Noël, la rentrée des classes, quand on voit d'autres enfants qui avaient le même âge et qui grandissent et qui passent dans la classe supérieure. Pensez à la fête des grands-pères et des grands-mères pour les grands-pères, pour les grands-parents. Pensez à Noël ou aux fêtes religieuses familiales que fête cette famille. Et continuez à parler de l'enfant des années après. Montrez que il est toujours dans vos pensées, que vous n'avez pas oublié. Soyez là dans la durée. Donc, je vous répète mes 3 conseils pour les parents. Osez dire ce dont vous avez besoin. Soyez indulgent avec votre entourage et privilégiez votre sommeil quand vous vous sentez prêt à aller mieux. Pour l'entourage, n'ayez pas peur de blesser, ayez plutôt peur de sembler indifférent. Deuxième conseil, apprenez à écouter, accueillir et être présent. Envoyez des messages d'amour, des marques d'affection. Et enfin, soyez là dans la durée et sur le long terme. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire et qui tient dans le format d'un podcast. Mais évidemment, ça reste peu, trop peu. Et donc, si vous êtes concerné par le deuil, directement ou indirectement, comme il se trouve que j'ai les ressources techniques pour le faire, j'ai une plateforme sur laquelle je peux héberger des vidéos, j'ai un micro, une webcam. J'ai décidé d'enregistrer des vidéos sur tout ce qui a pu nous aider. Et aider, malheureusement, des parents amis qui ont connu la même souffrance dans notre deuil et dans leur deuil.
C'est quelque chose qui sera amené à évoluer, que je compléterai au fur et à mesure où je découvre des choses qui aident et des choses qui n'aident pas. Je suis encore en train d'enregistrer les vidéos, c'est loin d'être terminé, mais vous pouvez déjà voir le tout début avec le lien qui est dans les notes de cet épisode, où vous allez avoir des vidéos pour les parents qui vivent un deuil, avec ce que vous allez vivre dès les premiers jours après la mort de votre enfant. Donc ça, je vous invite à regarder ces vidéos le plus tôt possible après la mort de votre enfant. Peut-être que ça peut vous aider pour vivre, entre autres, la cérémonie d'adieu, d'enterrement, d'incinération, etc. Une série de vidéos aussi sur ce qui peut vous aider à aller mieux, à prendre soin de votre cicatrice, à faire votre travail de deuil. Ce qui ne va pas vous aider. Je parlais de l'addiction, je parlais d'un certain nombre de choses. Et puis, des vidéos également pour l'entourage. Ce que l'entourage peut faire et devrait éviter pour aider les parents et les familles en deuil. C'est un projet à long terme. C'est à la fois déconnecté des Montessori 7 et en même temps, ça bénéficie des ressources techniques des Montessori 7. Si jamais vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui est concerné, eh bien, je vous invite à lui envoyer déjà le lien de ce podcast et puis le lien vers ces vidéos. Et je voudrais partager très rapidement donc 3 ressources avec vous. Premièrement, ces vidéos. Deuxièmement, le livre du Dr Forêt dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, que j'ai beaucoup lu, relu, qui m'a beaucoup accompagnée. Il y a d'autres livres qui m'ont aidée, mais je pense que celui-là est le plus général et voilà, celui qui m'a peut-être appris le plus de choses sur le processus de deuil et le travail de deuil. Ça s'appelle Vivre le deuil au jour le jour de Christophe Forêt. Et la troisième ressource, c'est le site Mieux traverser le deuil. Si vous cherchez Mieux traverser le deuil sur Google, vous l'aurez. Sinon, il sera dans les notes de cet épisode aussi. J'ai aussi besoin de vous dire ce qui va se passer pour les Montessori 7. Vous avez sans doute remarqué, vous n'avez sans doute rien remarqué dans ces derniers mois, déjà parce que mon assistante a maintenu le cap, a gardé le fort, si on veut. Elle a maintenu le podcast. J'ai repris les enregistrements du podcast. Et oui, il y a des moments où je ris, il y a des moments où la vie est normale. Ce qui n'empêche pas que j'ai cette profonde cicatrice en moi qui est là. Je n'ai pas envie de transformer les Montessori 7 ni ce podcast en un espace consacré au deuil. Je crois qu'il existe un ou deux podcasts sur le deuil. J'avoue que je ne me suis pas trop penchée sur la question. Je veux ouvrir cet espace où j'enregistre des vidéos qui peuvent peut-être aider. Mais dès la semaine prochaine, le podcast reprendra son cours normal. Les Montessori 7 reprendront leur cours normal. Et vous vous dites peut-être aussi pourquoi j'avais besoin de partager ça avec vous. Déjà parce que, en fait, je me retrouve vite gênée. C'est difficile pour moi dans un podcast ou sur Instagram, par exemple. Je n'ai plus envie de partager de photos de mon fils parce que tout le monde ne sait pas qu'il est mort et que c'est délicat pour moi. Et en même temps, j'ai envie de pouvoir parler de lui librement. Comme je vous l'ai dit, c'est important pour un parent en deuil que la mémoire de son enfant reste. Et les 3 années et quelques qu'on a passées ensemble méritaient tellement d'être vécues. Elles ont été merveilleuses. Et pour ça, j'en suis infiniment reconnaissante. J'aime mon fils de tout mon cœur. Et il n'est pas question qu'il disparaisse de ma mémoire, évidemment, ni de la mémoire du monde en général. Et donc, par ce podcast, je voulais aussi libérer ma parole
et me donner la liberté de reparler d'Étienne, tout en sachant que oui, il est mort, mais nous avons vécu plein de choses ensemble. C'était un petit garçon merveilleux, magnifique. C'est pas parce que je suis sa mère. Il était beau, il était vraiment beau et il était drôle. C'était un véritable rayon de soleil. Et donc, je ne vais pas spécialement parler de lui dans les podcasts à venir, mais je ne veux plus m'empêcher de parler de lui lorsque c'est pertinent. M'empêcher de raconter une anecdote. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast aidera. Et pour ça, je ne peux que vous renvoyer la balle, c'est-à-dire faites-en le meilleur usage possible. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, envoyez-lui le lien vers ce podcast. On n'est pas du tout dans l'optique de faire de la publicité. Je ne vais pas vous dire de mettre 5 étoiles à ce podcast. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Vraiment simplement dans une dynamique de partager ce qui peut aider avec les gens qui souffrent. Encore une fois, merci pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast normal. Voilà, parce que ça n'est pas non plus votre rôle que de m'écouter pleurer à chaque podcast. J'ai d'autres exutoires pour ça. Mon rôle, c'est de continuer à transmettre, à enseigner, à partager des choses avec vous, mais autour de l'éducation et de la parentalité. Mais en fait, le deuil d'un enfant, ça fait aussi malheureusement partie de la parentalité, comme je vous l'ai dit au début. Nous sommes presque tous concernés. En tout cas, nous faisons tous partie à un moment ou à un autre de l'entourage de quelqu'un qui a perdu un enfant. Donc soyons un entourage aidant. Et si vous aussi vous avez perdu un enfant, bien, je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous envoie tout mon amour, toute ma compassion et toute mon affection. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.